cher Cissé. Je suis ingénieur actuellement en propulsion aéronautique chez Boeing. Je suis aussi professeur assimilé à Embry Riddle Aeronautical University, où j'enseigne dans le secteur de l'aviation, n'est-ce pas? Donc, j'ai écrit un livre qui porte sur le développement minier et l'industrialisation du continent africain. Comme vous le savez, hein, les mines et l'industrie sont deux secteurs, je dirais, jumeaux. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et je pense que l'Afrique, avec sa richesse minière, ne doit pas être laissée en rade et que c'est un continent qui a beaucoup d'avenir. De toute façon, tous les spécialistes disent la même chose. Mais pour ça tarde à se concrétiser, parce qu'on n'arrive pas à exploiter, n'est-ce pas, le potentiel minier. En tout cas, ça ne profite pas aux Africains. Et on n'arrive pas à faire le hiatus ou à combler le Yalta entre les mines et l'industrie. Donc, j'ai écrit ce livre pour, n'est-ce pas, aborder, en tout cas prendre la problématique minière à bras le corps et faire une analyse basée sur les chiffres, une analyse différente, en tout cas de l'approche des politiciens, des activistes et des autres acteurs qui s'intéressent sur ce genre de sujets à polémique, mais qui n'abordent pas, n'est-ce pas, le problème de façon concrète. Qu'est-ce qu'un ingénieur en propulsion aéronautique vient faire dans les mines et tout ça? Parce qu'au début, à la base, je suis ingénieur civil des mines. Donc, j'ai été formé à l'école nationale supérieure des mines de Saint-Étienne en France. Mais j'hésitais entre les mines, l'aéronautique. J'ai toujours eu un goût pour l'aviation. Donc, je ne voulais pas trop prendre de risques. Même quand j'étais en classe prépa, j'ai été admis dans une école en aéronautique en France. Mais j'ai préféré aller à l'école des mines pour juste me laisser plus d'opportunités. Donc, mais après, j'ai vraiment décidé de faire... nous avions fait des visites de terrain chez Airbus et d'autres entreprises comme la Senecma en France, qui construit les moteurs d'avion. Et donc, j'ai décidé de faire l'aéronautique. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de faire un parcours double diplôme en Corée du Sud avec l'école des mines de France. Et là, je me suis spécialisé en mécanique aéronautique. Donc, plutôt côté structure. Ensuite, j'ai fait un doctorat en mécanique et je suis parti. Chose intéressante, quand je suis parti aux États-Unis, j'ai été à l'école des mines du Colorado encore. Donc, j'étais vraiment à l'interface entre la mécanique, les mines, les matériaux. Donc, j'ai eu même à collaborer avec des professeurs dans le domaine minier. Et nous avons parlé de l'Afrique, du continent africain. Et je pense que ça m'a même donné une motivation supplémentaire pour écrire ce livre. Parce que voilà, eux-mêmes, ils s'indignaient du fait que l'Afrique n'arrive pas à se développer alors que nous avons une richesse minérale énorme, extraordinaire. Donc, tous les secteurs industriels ont besoin pour avoir de la matière première. Donc, pour moi, c'est vraiment un sujet passionnant. Mais je ne l'ai pas, comme vous l'avez dit, je ne l'ai pas juste écrit comme ça. C'est vraiment parce que je suis ingénieur civil des mines à la base. Et donc, ingénieur en aéronautique, donc, ce qui veut dire le domaine industriel. Donc, j'ai vraiment un pied dans les mines et un pied dans le secteur industriel. J'ai toujours voulu écrire. Moi, j'aime l'écriture, je lis beaucoup. Donc, j'avais même commencé à écrire un roman à un moment donné, mais après, avec la recherche, que j'étais dans le milieu de la recherche, j'écrivais des articles scientifiques. Je n'avais pas vraiment le temps de trop m'aventurer là-dessus. Mais j'ai quand même préféré écrire sur quelque chose qui a une portée réelle. Vous voyez? La fiction, c'est bien, mais c'est vraiment... N'importe qui peut écrire un livre sur les romans. Il suffit n'est-ce pas, de s'imaginer des auteurs, des actions. Mais ça n'apporte pas grand-chose au développement du continent. J'ai voulu commencer d'abord par un livre à portée économique qui va participer au développement, n'est-ce pas, du continent africain. Et comme je l'ai dit, le secteur industriel, c'est vraiment la clé de voûte du développement durable. Toutes les économies fortes reposent sur l'industrie. De l'Occident en Asie, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la Corée du Sud ou le Japon, c'est le secteur industriel qui porte leur économie. Donc, et ce secteur industriel aussi repose sur le secteur minier, parce que si vous n'avez pas de ressources minières, vous ne pourrez pas avoir de matières premières. Donc, j'ai voulu écrire ce livre en me disant que c'est vraiment le sujet qu'il faut traiter pour permettre à l'Afrique de sortir de la pauvreté. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment de participer au développement concret du continent africain. Dans le secteur minier, l'Afrique a beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes, disons, financiers, que ce soit des problèmes sociaux, que ce soit des problèmes environnementaux. D'abord, sur le volet, je dirais, économique ou financier, l'Afrique a un problème pour exploiter son potentiel minier parce que les pays africains n'ont pas cette force économique parce que ça demande beaucoup de ressources financières pour exploiter une mine. Donc, les pays reposent principalement sur l'expertise internationale. Et malheureusement, ça se traduit par des contrats qui défavorisent les Africains, c'est-à-dire des contrats léonins
où les Africains ne gagnent quasiment pas grand-chose. Donc, même sur le côté fiscal, hein, il y a beaucoup d'exonérations fiscales, que ce soit durant la phase d'exploration ou même durant l'exportation des produits miniers. Et ça, finalement, les Africains se retrouvent à subir les conséquences environnementaux. C'est-à-dire, si vous allez au Sénégal, hein, dans le nord ou même dans le sud, particulièrement là, on exploite le phosphate. Il y a des problèmes comme des décès néonatales. Il y a des problèmes pulmonaires, de maladies respiratoires. Il y a même des troubles sexuels ou des troubles visuels. Mais ça, on n'en entend pas parler beaucoup dans les médias, malheureusement, parce qu'en Afrique, bon, l'aspect environnemental est souvent négligé. On met l'accent sur l'aspect financier, et même cet accent sur l'aspect financier, on n'en gagne pas beaucoup. Voilà. Par exemple, un pays comme le Sénégal, le secteur minier, c'est plus de 40% des exportations, et ça ne contribue même pas à plus de 6% de son PIB. Et ça n'emploie à peine 0,17% de la population active. Alors qu'on parle de l'or de Sabodala, on parle du zircon. Donc, dans cet tintamarre tumultueux de l'exploitation minière, les Africains ne gagnent pas grand-chose parce que nous n'avons pas, n'est-ce pas, de politique fiscale qui favorise les entrées financières. Nous n'avons pas de politique environnementale qui vont protéger la population locale. Pas seulement la population, la biodiversité, l'écosystème, c'est-à-dire le milieu halieutique, le milieu sauvage de façon générale. Hein. Donc, ça, ce sont vraiment ce genre de problèmes dont souffre l'Afrique. Et même l'aspect, disons, social, c'est-à-dire quand vous avez un secteur minier, vous attendez à ce que cela crée n'est-ce pas, de l'emploi. Malheureusement, en Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Sénégal, c'est vraiment un faible taux d'employabilité dans le secteur minier, avec une discrimination salariale hein, entre les travailleurs locaux et les expatriés. La plupart des cadres dans les entreprises minières au Sénégal sont des expatriés, avec des logements, des voitures, alors que même un Sénégalais qui a le même statut n'aura ni le même salaire, ni les mêmes avantages, même si, il est vrai, un expatrié aura toujours un avantage, mais quand même, la différence est énorme. Vous voyez. Et puis, il y a aussi une discrimination professionnelle dans le sens où certains Africains n'ont pas accès, même dans certains secteurs des entreprises. Récemment, il y a eu une grève à Sabodala parce qu'on enfermait certains travailleurs, on les empêchait de sortir de peur qu'ils vont voler quelques onces d'or. On les fouille, on les palpe à chaque fois. Et même certains ingénieurs n'ont pas accès à certains endroits parce qu'ils ne veulent pas faire le transfert technologique. Parce que s'ils arrivent à connaître comment on fait l'exploitation de bout en bout, ils pourront créer, n'est-ce pas, des entreprises minières qui pourront peut-être les concurrencer. Donc, il y a cette discrimination salariale, cette discrimination professionnelle, l'aspect environnemental, les faibles rentrées d'argent, aussi bien de la part, c'est-à-dire en termes de dividendes, de pourcentage des parts, parce que dans la plupart des projets miniers, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, les gouvernements africains se limitent à des parts qui varient entre 10 et 15%, souvent. Ça veut dire que même si on a des bénéfices de 100 milliards, le Sénégal ne va gagner que 10 milliards. Alors qu'il aurait fallu peut-être faire, n'est-ce pas, un appel public et que peut-être des citoyens vont pouvoir venir avoir des parts dans ces projets miniers, ce qui allait augmenter les rentrées financières. Je pense que sur le volet local, d'ailleurs même au Sénégal, hein, mais comme en Afrique, on crée des lois, mais après il n'y a pas de suivi. Il y a ce qu'on appelle la loi du contenu local, par exemple, qui dit que 20% des ressources financières doivent aller dans les collectivités où ces ressources sont exploitées. Et si on regarde en pratique, le département de Saraya, où on exploite presque la quasi-totalité de l'or du pays, est l'un des départements les plus pauvres du pays. Il manque beaucoup d'infrastructures, hein, à part peut-être les citoyens qui sont déplacés, à qui on construit, n'est-ce pas, des villas plus ou moins modestes, sans leur donner après du travail. Si vous allez vers Diogo, là où on exploite le zircon, c'est pareil, on les déplace, on leur construit, n'est-ce pas, des villas, et ils sont heureux parce que pour quelqu'un qui vivait dans une case, c'est pas mal déjà. Mais quand vous les déplacez, quelqu'un qui était un agriculteur, vous le déplacez, vous devez lui donner une nouvelle activité, ou au moins lui donner une compensation financière qui va faciliter une reconversion professionnelle, par exemple, n'est-ce pas? Donc ça, il y a un problème avec l'application de la loi du contenu local. Cette loi aussi dit que les entreprises minières doivent recruter parmi les habitants de ces collectivités locales. S'ils n'ont pas le profil adéquat, il faut les former. C'est-à-dire que vous allez dans le lycée de, disons, je sais pas moi, de Gandiol ou de Mboro, vous recrutez des jeunes
Vous leur donnez des bourses, ils peuvent aller en France, n'est-ce pas, se former dans le domaine minier et revenir. Ou bien s'ils sont déjà des ingénieurs, vous pouvez leur payer une formation en MBA spécialisée dans le domaine minier. Ce genre de... Et ensuite, vous les recrutez. Mais la plupart de ces entreprises n'appliquent pas cette loi du contenu local. Par exemple, les ICS disent que voilà, quand les jeunes viennent, ils disent, bon, vous n'avez pas le profil, donc on ne peut pas vous embaucher. GCO avait commencé à appliquer la loi du contenu local, avait recruté une centaine de jeunes pour les former, mais sur ces centaines de jeunes, à peine une dizaine ont été recrutés. Donc, on les forme et après, on les laisse comme ça. Donc, ils n'appliquent pas vraiment la loi du contenu local. Maintenant, une façon de le faire, comme vous l'avez suggéré, ce serait à ce que les Africains viennent eux-mêmes investir dans le secteur. Mais l'Africain a cette fâcheuse tendance à vouloir, n'est-ce pas, le profit immédiat. Au lieu d'investir, d'attendre, parce qu'un projet minier, la moyenne entre l'exploration, le début de l'exploration jusqu'à la phase d'exploitation, la moyenne c'est 15 ans au niveau mondial. Au Sénégal, bon, en Afrique, ça gravite autour de entre 10 et 15, quoi, parce que la géographie est simple, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de complications sur le plan administratif. Parfois même, bon, on précipite les choses, n'est-ce pas, pour accélérer l'exploitation, ce qui cause un problème environnemental. Parce que lors de la phase d'exploration, ce qu'on appelle l'étude de faisabilité, on doit faire une étude environnementale pour voir quels seront les impacts environnementaux du projet minier. Selon la nature de l'extraction, on doit étudier le système de transport, quel sera le contenu qui sera transporté, quels seront les horaires, quel type de voitures seront utilisées. Par exemple, le cas des ICS, ils vont transporter des produits chimiques avec du sulfate, du sulfure. Quand ça sointe sur les routes ou sur les espaces publics, l'entreprise doit même parfois construire des voies de contournement, construire leur propre route pour éviter, n'est-ce pas, de traverser les zones d'habitation ou au moins utiliser le chemin de fer. Mais tous ces genres d'aspects-là, en Afrique, on les néglige. Ce qui fait que entre l'étude et l'exploitation, ça va prendre 15 ans. Il faut vraiment avoir une certaine patience, une certaine résilience financière pour s'assurer que, n'est-ce pas, l'investissement va porter, c'est à coup sûr. Mais l'Africain préfère souvent, n'est-ce pas, le profit immédiat. Et ça, c'est un changement de mentalité qu'il faut faire. Mais les gouvernements doivent aussi investir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la part des pays africains, c'est maximum, ça gravite autour de 10% souvent. Particulièrement au Sénégal, c'est quasiment une loi d'or, hein? 10%, maximum 15%. Donc, s'ils n'ont pas les moyens, on peut solliciter des investissements étrangers pour augmenter, n'est-ce pas, la part. Et ça aussi, c'est un problème parce que l'Afrique n'arrive pas à ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers qui entrent en Afrique. La plupart, c'est porté vers le secteur des services. Le secteur primaire, c'est 11% en 2022. Le secteur de la manufacture, c'est-à-dire l'industrie, c'est 5%. C'est vraiment le secteur des services ou parfois le secteur minier, mais à profit des entreprises étrangères. Donc, il faut vraiment prendre ce problème à bras le corps, aussi bien de la part des gouvernements africains que des citoyens, développer l'esprit d'entrepreneuriat, savoir qu'il n'y a pas que l'immobilier comme, n'est-ce pas, source d'investissement. Parce que parfois aussi, l'Africain a un peu peur, ils se disent pourquoi je vais attendre 15 ans avant d'avoir un autre investissement. Si je peux construire une maison en l'espace d'un an, louer ça, surtout avec, n'est-ce pas, le boom de la rente foncière à Dakar, hein, les gens se bousculent. Donc, c'est vraiment un secteur qui, je pense, plombe le développement n'est-ce pas, des autres secteurs. Le secteur de l'immobilier, c'est vraiment un souci en Afrique. La plupart de ceux qui ont de l'argent préfèrent investir dans le secteur immobilier. Et ça pose un problème. Il faut que les Africains investissent dans les autres secteurs, comme le domaine industriel, comme le domaine des mines, pour pouvoir, n'est-ce pas, devenir des géants, n'est-ce pas, de l'industrie. C'est la seule solution pour résoudre le problème du chômage. Ce ne sont pas des mesures politiques qui vont changer, parce que de façon générale, l'État n'a même pas vocation à donner du travail. Hein. Le rôle de l'État, c'est vraiment de créer un environnement des affaires qui va faciliter, n'est-ce pas, l'éclosion et l'essor de plusieurs entreprises qui vont recruter à tour de bras. Alors qu'en Afrique, d'après les chiffres de l'Organisation internationale du travail, 95% des entreprises qui recrutent ont moins de 5 employés. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dépasser le niveau, n'est-ce pas, ou à atteindre en tout cas le niveau où on aura de grandes entreprises comme Meta, comme, n'est-ce pas, Boeing ou Google ou Amazon, par exemple, qui recrutent des centaines de milliers d'Américains.
rien que ces 3 entreprises, c'est vraiment presque des millions d'emplois qui sont créés. Voilà. Donc, les gouvernements doivent prendre des responsabilités, mais les citoyens aussi doivent changer leur mentalité, n'est-ce pas, prendre plus de risques, créer des entreprises qui vont permettre à leurs enfants et à leurs descendants, n'est-ce pas, de pouvoir trouver du travail. Parce que l'immobilier, c'est bien, mais ça peut aussi s'effondrer, il peut y avoir des problèmes, alors que si vous avez une entreprise qui fonctionne, vous aurez une richesse générationnelle. Si vous allez en Occident ou que ce soit aux États-Unis ou en France, il y a des familles dont leur richesse, ça se passe de génération en génération. Et ça ne passe pas dans l'immobilier, hein, c'est vraiment le secteur industriel. Vous avez une entreprise automobile qui fonctionne, c'est fini. Toute votre descendance sur des siècles, n'est-ce pas, auront une certaine aisance financière. Donc, je pense qu'il faut changer les mentalités en Afrique pour que les choses bougent. Si vous regardez les entreprises minières qui sont au Sénégal, souvent ils construisent des centrales électriques. Je pense 36 MW vers Diogo pour GCO, vers Mboro aussi pareil, les ICS avaient construit, n'est-ce pas? Il y avait même, n'est-ce pas, enfin, une centrale à charbon, et ça avait créé beaucoup de polémiques, hein, parce que dû à l'aspect environnemental, que ça allait créer des maladies pulmonaires et tout ça, vers Rufisque si je ne me trompe pas. Donc, je pense que l'aspect énergétique, c'est vraiment, mais aussi l'aspect hydraulique, parce que si vous voulez faire de l'exploitation, il faut beaucoup d'eau, hein. Et d'ailleurs, ça pousse la nappe phréatique, ce qui fait que les populations auront du mal à avoir accès à l'eau, que ce soit sur la Grande Côte ou un peu partout en Afrique, que ce soit aussi vers le sud, là où on exploite l'or, ça leur demande de grandes quantités d'eau. Donc, il faut une alimentation en eau, il faut une alimentation en électricité. Et pour cela, je pense que c'est même un moyen pour l'État de construire des centrales électriques pour vendre l'électricité à ces entreprises minières-là et d'avoir des rentrées d'argent, ce qui va booster, n'est-ce pas, l'économie locale. Mais sur un autre volet, on peut dire qu'un pays comme le Niger, par exemple, qui est riche en uranium et qui est confronté à un problème énergétique, seuls 15% des Nigériens ont accès à l'électricité. Alors que le Niger devrait même revendre de l'électricité à, je dirais, la quasi-totalité des pays de la sous-région et assurer même n'est-ce pas, cette fourniture en énergie à ces entreprises minières dans la sous-région. Sur un autre aspect, on peut parler même aussi de l'aspect, n'est-ce pas, d'énergie renouvelable. Un pays comme le Sénégal, on a presque le soleil presque toute l'année. Donc, normalement, un problème d'électricité ne devrait pas être de souci. Donc, je pense que, vous l'avez souligné, c'est un moyen peut-être pour les citoyens d'investir dans le secteur énergétique en construisant des centrales électriques, mais aussi en investissant dans le secteur de l'énergie solaire. Des pays comme les Émirats investissent beaucoup. Dans les IDE, on voit que les Émirats investissent beaucoup dans l'énergie solaire en Afrique. Donc ça, je pense que les citoyens doivent commencer à investir. Et pour ce faire, l'État doit créer un environnement des affaires. Il y a des Sénégalais qui sont à l'étranger, même des Africains de façon générale, qui ont de l'expertise, qui savent comment changer les choses, mais parfois ils ont peur. Ils se disent, vous allez partir là-bas, vous allez investir, on va vous arnaquer, vous allez perdre votre argent, ça va traîner. Exactement. Les Africains, nous avons une grande part de responsabilité, une très grande part de responsabilité. C'est-à-dire, la situation, il faut changer les mentalités. Chacun doit jouer son rôle. Les États doivent créer des lois qui seront vraiment respectées, un système judiciaire solide, impartial, qui va... Parce que quand on aura ça, les gens auront courage à vouloir investir. Mais tant que vous avez en tête que si vous investissez et qu'on vous arnaque, il ne va rien se passer, les gens vont se replier et vont courir vers le secteur comme l'immobilier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, au moins, vous avez le contrôle total. Vous construisez votre maison, vous gérez ça par vous-même. Au pire des cas, vous allez donner ça à une agence, mais vous êtes sûr que personne ne va voler la maison et courir avec. Donc voilà, il y a cette sécurité-là. Et parfois, on entend aussi des histoires qui font peur, comme l'ex-international sénégalais, je pense Ferdinand Coly, qui avait investi des milliards ou des millions et ça traîne. Donc, ça fait peur à certains. Donc, il faut que les Africains changent leur mentalité en prenant plus de risques pour investir. Mais il faut aussi des garanties de la part des gouvernements, aussi bien sur le plan juridique, créer aussi des fonds d'accompagnement aux PME, parce que aussi l'un des problèmes majeurs en Afrique de l'entrepreneuriat, c'est que les jeunes ont des idées, mais ils n'ont pas de moyens pour les concrétiser. Selon les chiffres de la Banque mondiale, seuls 15% des PME en Afrique et des PMI ont accès à des lignes de crédit, contre une moyenne mondiale de 30%. Et même cette moyenne mondiale, c'est l'Afrique qui l'a fait baisser. Donc, sinon, ce serait peut-être dans les 50%. Donc, il faut que les gouvernements
accompagne les jeunes, mais aussi créer des lois qui vont sécuriser l'environnement des affaires et que les citoyens prennent plus de risques, n'est-ce pas, pour changer l'avenir de l'Afrique et des Africains. La solution, c'est de faire appliquer rigoureusement la loi, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est même dans ce sens qu'on avait créé ce qu'on appelle l'ITIE, c'est-à-dire l'initiative, vous comprenez, hein? Il y a aussi le CRISCO, mais il y a aussi l'initiative, n'est-ce pas, pour la transparence de l'industrie extractive. L'objectif, c'est de quoi? On va publier les données. Comme ça, si on publie les données, c'est vraiment une façon de pousser les entreprises, de pousser le gouvernement à dire, oh, donc on a gagné tant de milliards, pourquoi nous, on ne voit pas? Et comme vous l'avez dit, les gens vont s'indigner, mais s'indigner n'est pas suffisant. Il faut que les États soient beaucoup plus, n'est-ce pas, je dirais panafricanistes, ou en tout cas défendre l'intérêt de la population. Donc, il faut soit que les ONG et certains activistes, comme ils sont en train de le faire dans le secteur politique, le fassent dans le secteur minier. Et je pense aussi que des entreprises comme Or Noir Africa, qui vont, n'est-ce pas, publier des données, donner des chiffres, ça va permettre aux citoyens de savoir ce qui se passe, combien on a extrait, que ce soit pour le pétrole, que ce soit pour les mines. Et ça va créer une certaine prise de conscience collective. Et les gens vont se dire, non, là, c'est trop. Parce que comme vous l'avez dit, si vous allez à Saraya, lors de Sabodola, les investissements dépassent, environ, c'est dans les 50 millions. Hein. Et même ces 50 millions, souvent, création de centres de santé à peine sans équipement, on ne donne pas de bourse, n'est-ce pas, on n'accompagne pas, alors que ces entreprises-là ont des bénéfices sur des centaines de milliards. Ils pouvaient facilement financer les jeunes, financer, n'est-ce pas, les femmes, financer les GIE, mais le fait qu'il y ait un fort taux d'illettrisme ou d'alphabétisation, ou en tout cas un faible taux d'alphabétisation, ça pose aussi un problème, parce que les gens ne sont pas conscients des enjeux. Ils ne savent même pas. Pour eux, bon, dès qu'on leur construit une petite maison, c'est fini. Alors qu'ils méritent beaucoup plus que ça. Les ressources n'appartiennent pas au gouvernement, ça appartient aux populations, particulièrement aux populations locales. On est dans une république, on est dans un pays, d'accord, l'or c'est l'or de tous les Sénégalais, mais quand ça se trouve dans un département comme Saraya, la population locale doit ressentir un changement au bout de 2 ans, enfin au bout de 10 ans, 20 ans, voir de nouvelles infrastructures, sentir que l'économie est en train de bouger. Mais ça, si la population n'est pas bien éduquée, pour eux, et c'est d'ailleurs pour cette raison que les entreprises, donc ce qu'ils font, ce qu'on appelle le développement local, communautaire, le développement communautaire, c'est plus une approche ad hoc basée sur la charité. De sorte que la population, pour eux, c'est une charité qu'on leur donne. Alors que ce n'est pas une charité, c'est leur richesse. Ils sont en train ils doivent recevoir, n'est-ce pas, leur part de ces richesses qui leur appartiennent. Mais finalement, eux, ils se retrouvent dans un état où ils acceptent tout ce qu'on leur donne comme si c'était de la charité. Mais ça, c'est dû, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, au faible niveau d'éducation, manque d'information. Je pense que Or Noir Africa et d'autres entreprises vont aider, n'est-ce pas, à cette prise de conscience globale. Hein. En tant qu'Africain, en tant que Sénégalais, hein, qui a écrit un livre pour m'indigner, n'est-ce pas, de la faiblesse industrielle et de la mauvaise politique minière, je pense que c'est une démarche que j'apprécie. Il est temps que les Africains puissent bénéficier de leurs ressources minières et minérales de façon générale, c'est-à-dire mines et hydrocarbures. Donc, quand je vois un gouvernement, que ce soit au Sénégal, hein, et même aussi dans d'autres pays, les lignes sont en train de bouger. Pour moi, c'est une fierté de voir qu'on est en train de réclamer plus de parts pour la population locale. Donc, sur cette question, il n'y a pas de dilemme. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire? Oui, c'est toujours possible de renégocier. Tout dépend des clauses. Et comment le contrat a été signé, quelles sont les clauses qui ont été... Par exemple, si c'est une exonération que l'État avait donnée, l'État peut tout le temps dire, OK, je vous avais exonéré, j'arrête l'exonération sur l'exploitation ou sur l'exportation des produits miniers, par exemple. Mais si c'est, disons, une dividende, le Sénégal a 10% des parts, et vous voulez changer ça, là, il faut que que les actionnaires décident. Mais un État reste puissant. L'État peut tout le temps dire, OK, je vais nationaliser même. Hein. Il arrive, par exemple, en Amérique latine, c'est arrivé pour le pétrole. Hugo Chavez avait fait la même chose. Un État peut tout le temps même nationaliser une entreprise étrangère, dire que voilà, je vais nationaliser ça. Mais il y aura des conséquences diplomatiques. Donc, est-ce que le Sénégal est assez puissant sur le plan diplomatique? Est-ce que le Sénégal est prêt à, n'est-ce pas, engager une bataille juridique sur le plan international pour gagner? Ça dépend maintenant de ces autorités-là.
Le Sénégal pourrait le faire, et je pense même que le Sénégal devrait le faire, mais en y allant, n'est-ce pas, en utilisant la voie diplomatique. On peut renégocier en leur disant que voilà ce qui se passe. Pour les contrats pour lesquels il reste, disons, 2 ans, 3 ans, ce n'est pas la peine de... Mais si c'est un contrat de longue durée, 25 ans, 20 ans, alors qu'on a à peine commencé à extraire, là, oui, là, je pense qu'il faut vraiment taper du poing sur la table, hein, et exiger plus de parts et exiger à ces entreprises, n'est-ce pas, de revoir les clauses, en tout cas de revoir les contrats, et que s'ils ne sont pas contents, on peut tout le temps rompre. Parfois même, il est meilleur, en tout cas, c'est beaucoup mieux de rompre un contrat et de payer des indemnités. Le Sénégal l'avait fait avec ArcelorMittal et avec, ça s'appelle comment, Kumba Ressources, à l'époque, avait rompu l'exploitation pour le faire avec Kumba Ressources pour donner ça à ArcelorMittal. Kumba avait porté plainte, le Sénégal avait payé 45 milliards, mais après on avait gagné aussi 90 milliards parce que ArcelorMittal ne pouvait pas remplir, n'est-ce pas, sa part du contrat. Donc, mais rompre le contrat et payer 40 milliards et gagner plus tard 200 milliards, vaut mieux que de ne pas rompre. Parce que même si on rompt le contrat, l'entreprise va porter plainte, peut-être sur le plan international. Même si l'entreprise gagne, tout ce qu'on va faire, c'est payer des indemnités, c'est tout. Voilà. Donc, je pense que le Sénégal, mais ça demande l'avis des experts. On évalue les ressources, on sait combien nous allons gagner. Si on rompt le contrat et qu'on renégocie, est-ce qu'on va gagner? Si la part à gagner est supérieure, n'est-ce pas, au risque, et là, on va, n'est-ce pas, aller à l'avant et rompre les contrats et advienne que pourra. Au pire des cas, on va payer quelques milliards ou dizaines de milliards et puis voilà. Nous allons récupérer nos ressources. Quand je vais sauter le livre, je fais, n'est-ce pas, une interview sur une chaîne marocaine avec un ami là sur Mediwan Radio. 2 semaines plus tard, j'ai vu et j'avais donné une étude comparative sur le phosphate du Sénégal et le phosphate du Maroc. Quelques semaines plus tard, j'ai vu que le Sénégal avait envoyé, n'est-ce pas, une mission au Maroc pour voir, n'est-ce pas, étudier comment ils ont fait pour exploiter leur phosphate et essayer de copier le modèle marocain. Coïncidence, je ne sais pas, mais en tout cas, comme vous l'avez dit, les lignes sont vraiment en train de bouger un peu partout en Afrique. On construit des raffineries parce que c'est la meilleure façon de, n'est-ce pas, de bénéficier de nos ressources. Parce que si vous transformez localement, vous allez créer du travail. Si vous transformez localement, vous aurez ce qu'on appelle la sécurité de la chaîne de distribution. C'est-à-dire que entre l'usager et le produit, il y a une chaîne de distribution. En amont, entre les mines et l'usine de transformation, il faut transporter les produits. Après la transformation, il faut aussi distribuer. Maintenant, si vous avez les ressources et que vous les transformez localement, vous avez cette sécurité de la chaîne. Même s'il y a un choc géopolitique international comme la guerre russo-ukrainienne, vous n'allez pas ressentir ça. Mais si vous ne le faites pas, dès qu'il y aura une perturbation géopolitique, il y aura inflation, il y aura pénurie d'essence, les prix vont flamber. Et au Sénégal, quand les prix montent, ça ne descend jamais. Donc, il y aura une baisse du pouvoir d'achat de la part des populations locales. Alors que si vous transformez localement, comme je l'ai dit, vous allez créer du travail et vous allez aussi augmenter le pouvoir d'achat parce que les prix vont baisser. Moi, j'ai vécu aux Émirats, le litre d'essence, c'est dans les 200 francs CFA. Alors qu'au Sénégal, actuellement, c'est 990 francs, presque 1000 francs CFA. Donc, si le Sénégal transforme localement son pétrole, ben, on aura du kérosène, on aura, n'est-ce pas, du pétrole dans le langage classique, hein, comme dans les lampes à pétrole, n'est-ce pas? On aura aussi de l'essence à moindre coût et que même s'il y a une perturbation internationale, les Sénégalais ne vont pas ressentir ça. Ça, c'est un. Le pouvoir d'achat vont augmenter comme ceux qui habitent, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui habitent en banlieue, à Diamniadio et qui travaillent en ville. Ils dépensent environ 150 000 francs juste pour le carburant. Si on passe maintenant à un prix de litre d'essence qui va coûter 300 francs, peut-être qu'ils vont dépenser 40 000 francs. Ce qui va augmenter 100 000 francs sur le pouvoir d'achat. Donc, sécurité de la chaîne de distribution, augmentation du pouvoir d'achat, mais aussi impôt sur les sociétés. Donc, on a vraiment tout à gagner. Et je pense que cette nouvelle paradigme va bénéficier à tous les Africains, aussi bien le gouvernement que la population. Je suggère, n'est-ce pas, à tous les acteurs du secteur minier, du secteur industriel, à tout Africain soucieux du développement de lire mon livre, qui est disponible chez Hornor Africa, voilà, et qui est en tout cas au Sénégal et un peu partout en Afrique. Donc le livre est aussi disponible sur Amazon pour ceux qui vivent aux États-Unis, en Amérique du Nord ou en Europe. Donc au plaisir d'avoir, n'est-ce pas, vos retours sur ce livre.